À la télévision, dans les journaux, à la radio, les journaleux ils considèrent souvent l'information comme un divertissement. Et plutôt que de se répéter, les journaleux préfèrent passer à l'information suivante, à l'épisode suivant de leur grande série. Et donc en septembre, quand a commencé les grands mouvements de contestation en Martinique, les journaleux étaient là pour dire qu'il y avait des trucs qui brûlaient. Et une fois qu'ils avaient dit ça, ils sont passés à la suite. Sauf que nous, au Canard, on ne considère pas l'information comme un divertissement, mais on considère l'information comme un moyen pour transformer le monde, transformer notre société. Et donc pour nous, c'est très intéressant de continuer à regarder ce qui se passe en Martinique encore aujourd'hui pour pouvoir en tirer un maximum de leçons pour ce qui va se passer à l'avenir. Et vous allez voir qu'en Martinique, il y en a des tonnes d'enseignements qu'on peut faire. Donc dans ces débuts d'année, on a décidé de redonner la parole à des Martiniquais pour qu'ils puissent vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis à peu près novembre-décembre. Aujourd'hui, on a donc le témoignage de Philippe et de Lise, et à côté, on a un témoignage écrit aussi de quelqu'un qui a voulu rester anonyme. Mais avant ça, petite séance de rattrapage pour les retardataires au fond de la classe. Ok, la Martinique, c'est aux Antilles. Et durant l'été, tu as un groupe de Martiniquais nommé le RPRAC qui a envoyé un ultimatum à l'État français et au cartel des béquets qui contrôlent l'économie en Martinique. Ils ont été clairs, soit vous baissez les prix qui sont exorbitants sur l'île, soit on bloque tout. Arrivé en septembre, les prix n'ont pas baissé, donc chose promise, chose due, le RPRAC commence le blocage de l'île. Manif, barrage, occupation, intervention, AG, les actions se multiplient comme jamais sur l'île. Face à des prix trop hauts, les Martiniquais se mobilisent sous les couleurs rouges du RPRAC avec comme figure principale le R. Et quand on voit les façons de s'organiser en Martinique, on se dit, tiens, ça rappelle des trucs qu'on a vécu en France. Ils filment tout, y compris les négociations, les manifs, les assemblées. Il se passe volontiers des syndicats, des partis politiques, et ils s'organisent localement dans les quartiers pour les blocages, avec des conversations WhatsApp très prolifiques où tu as des tas d'informations qui sont transmises. L'État et les grandes entreprises capitalistes qui contrôlent l'économie de l'île, évidemment, ils refusent de baisser les prix. Parce que baisser les prix, ce serait pour eux baisser leurs profits. De leur côté, les industriels, ils proposent de baisser certains prix de façon minime, notamment dans certains produits alimentaires. Et de l'autre côté, l'État, eux, ce qu'ils font, c'est de la répression. Voilà, ils envoient les gaz, ils envoient les matraques, ils envoient la justice. Jusqu'à mettre en prison le R, le leader du mouvement de contestation en Martinique. C'est donc dans ce contexte-là que Lise et Philippe vont nous raconter la situation en Martinique. Que deviennent les luttes? Est-ce que l'arrestation du R a changé quelque chose là-dedans? Et les prix, est-ce qu'ils ont baissé? Finalement, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer avec l'enfermement du R, le leader du RPRAC, et donc on va refaire le fil avec ce que nous a dit par écrit notre témoignage anonyme. Donc déjà, il faut savoir que le RPRAC, dès le début, ils avaient plusieurs revendications, et l'une d'entre elles, c'était de rencontrer le ministre de l'Outre-mer. Voilà, avant que ce soit Manuel Valls. Je ne sais pas si maintenant, avec Manuel Valls, ils se disent, tiens, ce serait bien de rencontrer Emmanuel Valls. Voilà, ministre d'État quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est un gros salaire, ministre d'État. Bref, en décembre, tu as donc l'ex-ministre aujourd'hui qui vient voir le préfet de Martinique dans sa résidence. Donc c'est une villa qui lui sert aussi de lieu de travail. Et là, le RPRAC organise une manifestation et d'après l'État français, le R, il aurait forcé la résidence du préfet, genre il aurait foncé avec sa voiture et tout pour rentrer illégalement dedans. Ce qui a été la base d'un de ces procès qui justifie aujourd'hui le fait qu'il soit enfermé. Alors que s'est-il passé dans l'annexe de la préfecture? Dur à dire tant les témoignages sont contradictoires. Le RPRAC défend qu'ils ont été invités, que ça a été parfois tendu, mais jamais violent. La préfecture, elle a envoyé des vidéos aux médias de propagande avec un bon montage pour justifier leur version, même si on a un peu de peine à y croire. Ce qui est sûr, c'est que l'événement n'est ni violent ni dangereux, mais ça représente l'occasion pour le pouvoir d'enfermer une opposition qui ne se laisse pas faire et qu'il n'arrive pas à contrôler. Et puis il y a un deux poids deux mesures. D'un côté, tu as les béquets qui appauvrissent des milliers de Martiniquais avec des prix et des marges faramineuses pour leur seul profit. Et ça, c'est tout à fait légal et même poussé par les autorités. Et de l'autre côté, tu as les opposants qui sont enfermés parce qu'ils sont entrés dans un jardin d'un bâtiment public pour demander des comptes à l'État. Il y a eu 3 faux témoignages sous serment de policiers qui annonçaient qu'il avait foncé avec un véhicule. Or, les vidéos de la résidence préfectorale qui ont été transmises par quelqu'un montrent qu'il est arrivé, s'est arrêté, il a discuté avec les policiers qui l'ont invité à rentrer en lui disant qu'il pouvait être au nombre de 2. C'est l'autre raison qui fait qu'il est maintenu en prison parce qu'il aurait, entre guillemets, forcé la résidence préfectorale. Suite à ça, l'État impose au R des mesures d'éloignement et d'interdiction de manifestation.
Mais le R est toujours président du RPRAC, donc il représente toujours le mouvement de fond qu'il y a en Martinique, et donc il continue son boulot en fait. Et donc il va commencer par demander la démission du préfet, voilà, classique. Hein. Et en plus de ça, il va commencer à s'attaquer, là c'est un peu plus touchy pour eux, aux maires, tu sais, les maires, les élus locaux, tout ça, de Martinique, parce qu'en fait on a beaucoup d'entre eux qui sont largement corrompus par l'argent des béquets qui financent leur campagne électorale. Et du coup, le R, il commence à avoir un discours en mode, vous soutenez pas le peuple, et en même temps vous êtes financé par les béquets, est-ce que ce serait pas du foutage de gueule? Et donc là, il demande à ce qu'on organise une attaque contre les maires. Une attaque dans le sens attaque juridique, attaque électorale. Hein. C'est-à-dire le RPRAC, ils ont répété en permanence que c'était des pacifiques, des pacifiques, des pacifiques. Ses avocats avaient demandé à ce qu'il soit libéré le temps de son jugement du 21 par rapport à son, entre guillemets, intrusion, la fausse intrusion chez le préfet, sachant que toutes les vidéos montraient qu'il avait été escorté pour rejoindre le préfet et discuter avec le préfet. Mais bon, bref. Et finalement, ça n'a pas donné suite parce que ils ont considéré qu'il fallait qu'il reste, qu'il soit toujours incarcéré, soi-disant parce qu'il avait proféré des menaces de mort. Alors qu'en fait, quand il parlait d'attaquer juridiquement. Il a juste dit il faut qu'on les attaque en parlant de tous les élus, des maires. Et donc, il parlait d'attaquer juridiquement. Tout le monde l'avait compris dans ce sens-là, mais ils ont tourné le truc, tu connais déjà. Une véritable injustice parce que c'est quelqu'un qui se fait enfermer pour un propos créole très utilisé. On va attaquer, c'est un propos qui est utilisé par tous les syndicalistes, on va attaquer le patronat, etc. Et eux, il y a une vision volontairement, si on se permet l'expression, blanche de ce terme pour permettre la judiciarisation. Et un sentiment profond d'injustice, d'une injustice à deux vitesses, une injustice qui juge les insulaires de manière différente, parce que jamais en France, pour ce type de propos, quelqu'un aurait été maintenu, incarcéré. Les avocats ont demandé sa mise sous bracelet, ça a été refusé. Donc vraiment un sentiment de colère. En gros, le RPRAC a commencé à s'attaquer à la corruption des élus locaux. Les maires, ils n'ont pas du tout apprécié ça parce qu'une forme de boycott, en fait, ce serait peut-être pour eux perdre les élections qui arrivent, je vous rappelle, en 2026. Et du coup, ils ont porté plainte contre le R, ce qui a permis à la justice de le mettre en prison. La justice étant, comme toujours, les bons toutous prêts à tout pour mettre en prison et pour enfermer ceux qui luttent contre la profitation. Le terme profitation, ça vient de Martinique, des Antilles, ça explique en fait ce système qui fait que certains ne font que des profits en permanence pendant que les autres se font exploiter. Le R est donc enfermé en prison dans l'attente de son procès qui va arriver le 21 janvier. Toujours les mêmes choses concernant la procureure qui, elle, trempe dans toutes les magouilles possibles sur l'île. Par rapport à une affaire qui avait aussi, on savait déjà qu'il y avait une affaire de vol de terre et que finalement le mec en question c'était Hervé Pinto. Du coup, elle est sur son terrain, donc forcément elle se bat pour qu'il ne puisse pas avoir gain de cause. Et là, ce que dit le procureur et compagnie, ce qui risque avec le juge et tout, c'est à peu près 10 mois de prison ferme. Là, c'est pas genre les petits bracelets aménagés comme Sarkozy, non, c'est du ferme. Et ça révèle à tous ceux qui en doutaient peut-être encore un petit peu que tu as bien un système, donc en Martinique, mais en vrai aussi en métropole, où tu as l'État, les grandes entreprises et la justice qui forment en fait qu'une seule classe dominante qui s'organise entre eux pour maintenir leur domination et donc leurs profits et donc leurs privilèges. Une classe qui appauvrit le peuple, qui exploite le peuple. Oui, il y a toujours des mobilisations ponctuelles, il y a toujours des mouvements, mais vu qu'ils ont emprisonné une dizaine de militants, ils ont défoncé chez la tante de Gladys, qui est l'une des leaders. Ils se déplacent pour ne pas être inquiétés, mais voilà, ils sont plus ou moins persécutés, amenés en garde à vue régulièrement. Son garde du corps a eu le bras cassé par les policiers, a été arrêté manu militari. Donc voilà, le but, c'est de décapiter le mouvement et de faire peur. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ont un peu peur parce qu'à chaque manifestation, il y a des gens qui sont arrêtés, maintenus en détention pour des raisons fallacieuses. Et Juan Branco, qui est venu, a donné sa vision de cette justice qu'il qualifie lui-même de coloniale et qui est faite pour casser le mouvement, quoi. Nous, c'est vraiment pour un rien, matraquage. Ils s'en foutent que ce soit des familles, qu'il y ait des personnes âgées. Rien à foutre, quoi, les gars. Franchement, c'est dégoûtant, quoi. Il y a eu aussi un témoignage, donc là, c'est quelqu'un d'autre en Martinique qui a balancé son témoignage sur les boucles WhatsApp en Martinique et qui nous est parvenu. Donc, on va vous lire quelques passages. Et si vous avez fait les gilets jaunes comme nous, vous allez voir que ça va vous rappeler quelque chose. Hier, une fois de plus, j'étais présent à Fort-de-France en soutien du R. Et pour une fois, j'ai vécu en immersion les échauffourées. Je témoigne aujourd'hui car j'ai pu vivre en direct toutes les étapes d'un mécanisme qui semble bien rodé. On débute par une manifestation bon enfant où les gens sont en famille, de
nombreuses grandes personnes et des enfants. Puis brutalement, sans raison apparente, il y a une déferlante de violence de la part des policiers avec gazage à tout va. Naturellement, la réponse ne s'est pas fait attendre, les soldats courageux ont riposté avec des pierres et des pétards. La violence est ici institutionnelle, les policiers et les magistrats sont payés par nos impôts, ils sont là normalement pour nous protéger, mais ils défendent la case des parasites au pouvoir et des profiteurs en tout genre. Cerise sur le gâteau, en rentrant chez moi, j'allume la télé pour prendre des nouvelles et j'entends le journaliste présenter les événements en précisant que les forces de l'ordre avaient répliqué suite à la colère des manifestants à l'annonce du maintien de détention de Rodrigue. Sauf que j'étais là et à aucun moment a été annoncé un quelconque maintien en prison du R, aucune raison donc de s'exciter. Les policiers se croient si forts avec leur attirail face à des personnes sans armes qui n'ont aucune volonté d'en découdre et ne sont même pas protégées. Mais il ne faut avoir aucune confiance en ce système ni envers ces forces de répression qui attaquent une foule démunie. On passe maintenant au second sujet, c'est l'augmentation des prix. La mobilisation de cet été avait permis de montrer les prix exorbitants de la grande distribution, quasi toutes contrôlées par quelques familles qui en plus possèdent les autres magasins mais aussi les entreprises d'import-export. Ce sont ces fameux béquets qui augmentent en permanence les prix pour augmenter leurs profits sans ne rien investir à côté puisque ça coûte pas très cher pour eux d'augmenter les prix, faut juste changer les étiquettes. Et ça évidemment en étouffant le développement économique de l'île pour éviter que n'émergent en Martinique des entreprises et une bourgeoisie concurrente à eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un cartel capitaliste parce qu'ils se sont unis ensemble pour contrôler l'île. L'inflation, elle est au cœur de ce mouvement social en Martinique. Du coup, qu'est-ce que ça devient? Donc toujours la vie chère, c'est toujours dans les débats, sachant que là, depuis le premier, ils ont soi-disant mis en place, soi-disant, le fameux protocole, mais il n'y a que 8% de réduction, sachant que ils ont augmenté énormément avant les fêtes. Donc tu comprends bien qu'ils se font quand même de la thune, ils ne perdent absolument rien puisqu'ils avaient augmenté depuis septembre, octobre. Chaque semaine, ils augmentaient les prix. Et donc, forcément, si tu fais une micro baisse dessus, au final, les gars, ils sont toujours gagnants, sachant qu'ils gagnent toujours plus que ce qu'ils ont baissé dessus, ce sur quoi ils ont baissé. De septembre à décembre, ils ont augmenté les prix. Ils ont bien profité des fêtes de Noël. Et puis après, ils font des annonces bien gentilles en disant que quelques produits ont baissé, en mettant vraiment des grosses étiquettes dessus, pour vraiment qu'on se rende compte que quand même, les entreprises font des sacrifices pour le peuple. Sauf que la baisse des prix qu'ils ont fait en janvier ne compense pas l'augmentation petit à petit qu'ils ont fait de septembre à décembre. Donc, les prix continuent d'augmenter. Et là où ça a baissé sur quelques produits en janvier, ça a augmenté sur les autres parce que ce qu'ils perdent avec une tomate, ils le gagnent avec une brosse à dents puisqu'en fait, forcément, les béquets gagnent de l'argent sur les deux puisqu'ils vendent ces deux produits et c'est eux qui gèrent l'importation. Tu la sens la douille là? Ouais, elle est vénère. Mais ça leur permet de faire de la pub, genre les prix qui baissent alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. C'est exactement ça. Alors, c'était sur 6000 produits alimentaires. Donc, c'est même pas sur l'entretien, c'est même pas les brosses à dents, les gels douche, enfin, tu vois, les trucs comme ça. Donc, ce qui fait que les gars, ils reportent ça sur ceux-là. Et c'était vraiment des produits, mais j'ai plus la liste. Il faut que je vois si j'arrive à retrouver la liste. C'était du n'importe quoi, du foutage de gueule. Nous, on demandait sur la totalité. Tu peux pas nous donner sur à peine 6000 produits, alors qu'il y en a, je sais même plus combien, quoi. Donc, ouais, c'était sur ça. Et sachant qu'ils ont augmenté, chaque jour, ils augmentaient. Et puis, ils augmentaient genre 1 euro, quoi, tu vois. On a parlé du R, on a parlé de l'inflation, maintenant on va parler de c'est quoi les actions de ce mouvement-là aujourd'hui? Au niveau des manifs dans les centres commerciaux, ils en font, mais c'est peu, parce qu'ils se rendent compte que les faits, il n'y a pas un assez gros impact dessus et que le plus gros, ce serait le boycott. Il n'y a que comme ça qu'on peut toucher ces gens-là. Et après, en tout cas, les barrages qu'on faisait, qu'on voyait sur les routes, ils se sont bien rendus compte que c'est la population qui en pâtit et pas les enfoirés, quoi. Il y a aujourd'hui des mouvements qui continuent au niveau de la prison, au niveau des manifestations ponctuelles, au niveau des supermarchés, des blocages ponctuels. Personnellement, c'est le boycott des anciennes Carrefour, que je ne vais plus chez eux. Donc il y a toujours des actions, mais moins qu'avant. En tout cas, il y a moins de blocage, il y a moins d'occupation. Par contre, ce qu'il y a en plus, c'est ce qu'on appelle le boycott. Le boycott des grandes entreprises, des béquets. Mais comment est-ce qu'on organise un boycott? Alors, le boycott, c'est le mot d'ordre. Mais bon, comme je te disais, avec les fêtes de fin d'année, c'est aussi pour ça qu'ils ont incarcéré le R, parce que ils savaient très bien qu'il allait empêcher aux gens d'aller justement dans les grandes surfaces pour les fêtes. Donc, le mot d'ordre, c'est boycott, boycott, boycott des grandes surfaces. Du coup, il y a plein de petits producteurs qui se mettent en place pour essayer d'être disponibles, quoi. Donc, les réseaux sociaux, tu as des groupes WhatsApp avec des groupes marchés locaux, machin, où il y a du troc, il y a des échanges, il y a de la vente. On apprend à connaître
les petits producteurs qui existent et qui vendent. Donc, du coup, ils font leur pub comme ça et tout. Ce sont souvent des marchés éphémères, tu vois, où après, il y a des marchés qui existent et du coup, il y en a qui disent, je serai présent là tel jour, donc venez, machin et tout. Donc en fait, les groupes WhatsApp qui servaient avant à organiser les actions et à se transmettre les informations, aujourd'hui, en plus de ça, c'est utilisé pour mettre en place des marchés et pour mettre en place surtout d'autres chaînes d'approvisionnement pour faire en sorte que du producteur au consommateur, les Martiniquais s'organisent entre eux sans passer par les béquets. Cela te dit qu'une fois qu'on a fait du lien entre nous, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. On passe maintenant à la conclusion et je vais lire un petit paragraphe qu'on a reçu de notre témoignage anonyme. On peut dire que globalement, la vie reprend son cours. Les choses sont bien sûr mises en place à plus grande échelle pour que ce soit le cas. La collectivité organise des événements et s'appuie sur le contexte des festivités de fin d'année pour faire passer la pilule. Les gens comprendront vite que rien ne changera tant que notre collectivité n'aura pas le courage de s'opposer aux béquets et de les contraindre. L'énorme corruption qui règne en Martinique se dévoile au fur et à mesure des luttes et du temps qui passe. Enfin, le climat politique qui règne actuellement dans l'Hexagone n'arrange pas les choses puisque nos projets d'amélioration de la situation sur l'île sont noyés dans la masse au Parlement. De plus, les situations de récents blocages législatifs freinent toute initiative en notre faveur. Bref, ce qu'on retrouve en Martinique, c'est ce qu'on retrouve de façon exagérée ailleurs. Quelques grandes entreprises soutenues par l'État augmentent les prix pour augmenter leurs profits sur le dos de la population. La situation devient intenable, alors on s'organise pour lutter contre ces profiteurs et le mouvement est réprimé par l'État, par la police et par la justice, pendant que les grandes entreprises se font passer du côté du peuple tout en maintenant leur haut taux de profit et leur haut taux d'exploitation. Mais l'État, en envoyant la police, en envoyant la propagande, ne règle absolument rien à ces crises. Je veux dire, les prix en Martinique continuent d'être extrêmement élevés. Donc il y a de plus en plus de gens qui comprennent profondément l'arnaque de ce système. Et le Airprac, c'est l'émergence de cette conscience-là de à la fois il y a des gros problèmes, on sait qui sont les profiteurs de la situation, et il faut qu'on s'organise ensemble pour lutter contre eux. De la même façon que les Gilets jaunes ont été l'émergence de cette même conscience. Sauf qu'en Martinique, le mouvement est beaucoup plus organisé que ne l'a été les Gilets jaunes dans l'Hexagone, avec une structuration qui permet de prendre la parole, qui permet de faire avancer les choses, et avec des groupes WhatsApp qui sont maintenus et qui permettent encore aujourd'hui de continuer d'avancer. Jusqu'à se dire que là, on s'entraîne, c'est bien, mais un jour, si on arrive à contacter les producteurs, organiser des marchés pour relier aux consommateurs, est-ce qu'on ne pourra pas faire pareil, mais genre à plus grande échelle? Genre contrôler nous-mêmes l'économie, plutôt que de déléguer ça à des béquets ou à un État qui ne fait qu'en profiter en permanence. Et d'ailleurs, pour les Parisiens, il y a une manifestation au flambeau, samedi 11 janvier au métro Montparnasse. Rendez-vous est donné à 18h30. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des mobilisations en Martinique? Dis-nous ça en commentaire et surtout, donne de la force à nos camarades en Martinique pour qu'ils puissent continuer la lutte. J'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas, d'entendre tout ça. Nous, au Canard, on est totalement indépendants, ni milliardaires, ni État. C'est pour ça qu'on arrive à faire ce genre de contenu et c'est possible uniquement grâce à vos dons. Donc, si tu penses que notre travail est utile, tu peux nous faire un don mensuel via Tipeee. Tu trouveras le lien en description. C'est grâce à votre soutien qu'on peut faire ce travail sur Canard Réfractaire, mais aussi sur Actu Réfractaire. Merci à Philippe, à Lise et à notre témoigneur anonyme pour leur confiance. C'était Kourou au montage. Des bisous et à la prochaine. Mais il n'y a pas que la vie chère, mais la violence, vol de terre, encore des connes et manigances, un manque d'or et notre jeunesse qui se bat en France.